Vous écoutez Les Sphères Interdites. Épisode 1. Savoir, c'est pouvoir. 8 ans plus tard, le souvenir de l'ombre demeurait intact, ou plutôt ampoulé dans un flacon mental. Mis ouvert, ce fragment mémoriel incarna pour Dimitri la source d'une volonté de puissance, l'incubateur d'une colère enivrante et d'un profond désir de vérité. Cette fiole d'une noirceur captivante trônait en son esprit telle une réserve intarissable de questions. D'où venait cette créature ? Avait-elle agi de son propre chef ou avait-elle été pilotée par un tiers ? Comment avait-elle pu tromper la vigilance d'une cinquantaine d'invités et surtout, pourquoi l'avait-elle épargnée dans sa rage meurtrière ? De ce flux d'interrogations naquirent des recherches que Dimitri mena durant ses longues années solitaires. Porté dans les méandres des démarches administratives recueillies par les services de l'aide sociale à l'enfance, il fut finalement placé en famille d'accueil. Lui qui ne nourrissait que peu de tendresse et d'amour pour sa famille biologique, ne s'embarrassait d'aucun sentimentalisme avec ce nouvel entourage. Respectueux, aimable et d'un sérieux absolument constant, il aidait aux tâches ménagères, partageait les repas, obtenait de bons résultats scolaires, sans qu'aucune marque d'affection ne vienne à le submerger. Son collège et son lycée furent marqués par sa totale inaptitude à la sociabilité, qu'il jugeait n'être que perte de temps et douloureuse parenthèse. À quoi bon s'attacher à des instants légers quand tout ce que comportait le monde conduisait à la gravité ? Il s'agaçait de la médiocrité des gens, de leurs petits univers ridicules, s'efforçait de rester calme malgré l'affligeante stupidité de ses interlocuteurs. Il se souvint de ses nombreuses auditions au commissariat, de ses diatribes lorsqu'on l'interrogeait sur la nuit du massacre, de ce psychiatre qui le gava d'anxiolytiques pour effacer une vérité que ses autorités trouvaient insoutenable, mais qui pourtant incarnait le réel absolu. Sans l'ombre d'un regret, il ne laissa ainsi aucune chance à d'éventuels amis ou même camarades, aucune espérance à une éventuelle petite copine, et aucun espoir à tous ceux ayant décidé pour une raison ou une autre de lui tendre la main. Son cœur d'obsidienne ne transigeait jamais avec ceux qu'il jugeait hypocrites. L'amour était souvent le masque souriant d'intérêts égoïstes. Il ne voulait d'aucune pitié, il voulait savoir. Savoir pourquoi ce monde tournait à 2 vitesses, comprendre les origines de ces choses indicibles et les raisons qui les poussèrent si loin du quotidien abscon de l'essentiel des êtres humains. La plupart de ses congénères du même âge aspiraient au désir, au plaisir, d'autres plus froids au profit, au confort ou à la réussite. Lui aspirait à la connaissance primaire, au point d'origine de toute chose. Alors de sa 5e à sa 3e, il dévalisa les rayons des bibliothèques comme un toxicomane braquerait une pharmacie, ingurgitant des chapitres obscurs sans rien y percevoir autre que des mots savants et des phrases alambiquées. D'un naturel déjà renfermé et curieux, le souvenir de cette nuit du Nouvel An n'avait fait que renforcer sa détermination et accélérer l'éradication de ses déboires sentimentaux. Comme il se plaisait à penser, il n'était nul savoir qu'un livre ne puisse traiter. Le plus difficile étant de trouver le bon ouvrage. Alors il chercha. Il pénétra d'abord le royaume du charlatanisme, des contes et légendes se vendant comme d'authentiques vérités pour son esprit encore malléable. On lui parla de djinns et de créatures folkloriques, sans qu'aucune ne corresponde à l'esthétique ou au fonctionnement de l'ombre du 31. Il s'engouffra ensuite dans les livres sacrés, prospectant dans les pages millénaires de la Bible et du Coran les lignes subtiles, mentionnant le mal qui aurait pu s'abattre sur les siens, sans succès aucun. L'Ancien Testament regorgeait de monstres et de bêtes primordiales, sans apporter de précision physique et encore moins de réponses fiables. Cette ombre n'avait pas la grandeur millénaire d'un Léviathan ou d'un Behemoth. Elle s'inscrivait comme une horreur organique, quotidienne et perturbée. Ses premières lectures hétérodoxes l'occupèrent jusqu'à l'âge de 16 ans. Et s'il n'avait rien trouvé de fort à propos pour expliquer la tuerie, il sortit de cette expérience avec une étonnante culture religieuse et historique, devenant aux yeux de ses professeurs un véritable petit prodige. Mais son caractère glacial en faisait un garçon hermétique, insensible aux encouragements et fortement jalousé par ses pairs. Ce qui ne manqua pas d'agiter un petit groupe d'élèves qui l'érigèrent en véritable bouc émissaire jusqu'à la toute fin du collège, le frappant fréquemment au détour des couloirs lorsqu'il faisait trop étalage de son niveau d'éducation. Sans perturber sa psyché plus qu'elle ne le fut déjà, ce harcèlement l'invita au silence le plus scrupuleux et à une certaine discrétion. Il lui fallut attendre le lycée pour qu'il atteigne son rêve, celui de ne plus voir personne s'intéresser à lui. Il mit alors cette période à profit pour reprendre son enquête à zéro, s'employant à adopter une méthode plus scientifique, reposant pour l'essentiel sur ses observations lors du massacre. En premier lieu, il soupçonna la lumière de la Lune d'être à l'origine de l'incident. Ainsi, il étudia intensément les cycles lunaires et l'astronomie du système solaire,
espérant mettre le doigt sur un événement cosmique particulier survenu dans une période de 3 semaines, autour de la nuit du drame. Sans succès. Il suspecta également le bruit d'être un élément central, théorisant que certaines fréquences sonores, notamment les voix humaines, permirent au monstre de désigner ses cibles. En effet, il rapprocha bien vite son silence durant l'attaque au fait qu'il soit le seul survivant. Néanmoins, la créature avait eu tout le loisir de l'observer et même de l'entendre la rassurer dans les 2 premières minutes suivant son apparition. Rien ne collait en vérité. Il reporta alors son attention sur la physionomie de la créature et plus précisément sur son curieux mode de déplacement. L'être demeurait un total paradoxe. Intangible mais capable de transpercer ses victimes, se camouflant dans les murs et toutes les surfaces, mais susceptible d'en sortir pour adopter une forme plus volumique. Contre toute attente, la seule piste s'étant avérée concluante sortait d'un livre de mathématiques traitant des espaces vectoriels. Il apprit alors, sans toutefois comprendre précisément la construction logique et mathématique du concept, qu'il demeurait possible de concevoir des espaces avec plus de 3 dimensions. Serait-ce possible alors que l'ombre meurtrière puisse se mouvoir dans une dimension supplémentaire aux largeurs, hauteurs et profondeurs éculées ? Il ignorait. En fin de compte, il ignorait davantage à chaque fin d'ouvrage. La solitude avait cela pour inconvénient qu'il devait sans cesse redoubler d'ardeur pour puiser en lui les ressources de la compréhension. Il avait la force, la volonté, l'intelligence, mais il lui manquait une direction, et plus que tout, un professeur. Sa culture croissait de manière anarchique, telles les tiges d'une mauvaise herbe vivace, sans un tuteur auquel se raccrocher pour lui donner une forme. Naturellement, il eut un bac littéraire. Évidemment, il s'orienta vers une licence d'histoire, lui permettant de persévérer dans sa zone de confort où il pourrait passer son temps à lire et chercher, de façon hasardeuse, sans se soucier de ses résultats tant il serait inévitablement meilleur que ceux de ses semblables. Huit ans plus tard donc, vautré sur sa chaise, le visage braqué sur un carnet en lambeaux, le dos voûté, Dimitri assistait à son cours sans rien écouter d'autre que les bruits de griffonnage de son stylo, recopiant à la hâte quelques extraits qu'il jugeait intéressants. Savait-il seulement de quelle matière il s'agissait ? Sémiologie, histoire contemporaine, sociologie et ethnologie peut-être, qu'importe. Il n'aurait qu'à lire un polycopier la veille du partiel et le mémoriser sans broncher pour satisfaire aux standards actuels. Il avait appris à apprécier le confort des amphis de la Sorbonne et la tranquillité des cours magistraux, où l'immense majorité des étudiants s'occupait de toute autre chose qu'au sujet enseigné. Cela demeurait vrai pour la quasi-totalité des matières, à l'exception de l'archéologie, dont l'enseignant, particulièrement charismatique, réussissait l'exploit de captiver son auditoire. Jeunes gens, s'il y a bien une chose que vos esprits doivent intégrer, c'est que toute civilisation observe une période d'ascension, d'apogée et enfin de déclin. Ainsi parla Emmanuel Célien, pleinement conscient de ses talents d'orateur et de l'effet qu'il produisait sur ce parterre de cerveaux juvéniles. Quadragénaire à la silhouette athlétique, il dissimulait sa carrure sculpturale derrière une chemise noire sans le moindre pli, surmontée d'un blazer bleu marine aux coudières marron. Cette allure de dandy sobre, sans le moindre cheveu rebelle ou trace de craie, assurait une bonne partie de son charisme. Et puis, il y avait sa voix, une voix basse et tamisée, berçant les oreilles dans un curieux mélange de calme et de sévérité. Il se plaisait à savourer ces instants de silence où tous les regards se tournaient vers lui, où les gueules s'entr'ouvraient, prêtes à se disputer les miettes de ses connaissances. Il reprit son exposé. Bien souvent, on ne retient d'une culture que son apogée. On aura tendance à penser l'Empire romain à travers son immense territoire et ses avancées culturelles, moins pour son marasme politique et sa chute progressive, jusqu'à sa dilution dans une myriade de petites nations dont nous sommes les héritiers. Mais à quel instant de leurs histoires ces civilisations ont-elles compris qu'elles étaient dans le déclin ? Ont-elles réalisé qu'elles étaient au pied du mur ? Au crépuscule de leur ère ? Il interrompit sa rhétorique en tapant fermement du pied contre l'estrade, faisant sursauter l'ensemble des étudiants. Question. Mes chers élèves, à quelle phase de votre civilisation pensez-vous que nous en sommes ? Une main se dressa au deuxième rang, fièrement érigée, celle d'un garçon ayant adopté trait pour trait le même style vestimentaire que son professeur. Peut-être le concevait-il comme un modèle, un mentor, ou peut-être désirait-il vieillir trop vite pour échapper à son mal-être présent. Célien chercha un instant pour d'autres volontaires avant de confier, par dépit, la parole à son jeune aficionado. À l'apogée. Il n'y a qu'à voir tous les progrès techniques, toutes les récentes découvertes, je pense qu'on va dans un sens positif. L'espérance de vie a fini d'augmenter, le système de redistribution fonctionne, on peut presque pas faire mieux.
Le progrès technique n'est pas nécessairement un gage d'ascendant civilisationnel. Oui, vous ? La parole fut donnée à un étudiant du fond de la salle, à quelques places de Dimitri. Un jeune homme décontracté, le sourire charmeur, visiblement à la tête d'un petit groupe d'élèves, guettant avec fierté l'intervention de leur leader. On en est à l'ascension, je crois bien. On s'éveille peu à peu à des problématiques sociales qui nous étaient étrangères. On se faisait la guerre pour rien, pour des idéaux débiles. Et maintenant, on construit un monde en paix, sans haine, sans racisme. Ça prendra du temps, mais on y arrivera. C'est à notre génération de relever les défis de demain. Tandis que le jeune homme s'embarqua dans une longue litanie sous les regards mièvres de ses admirateurs, Célien remarqua de ses yeux perçants le seul élève qui ne prêtait nullement attention à son discours, recroquevillé sur son carnet comme un renard dans son terrier. Merci. Et vous, là ? C'est à vous que je parle. Vous qui gribouillez depuis le début du cours. Qu'est-ce que vous pouvez bien nous raconter de beau ? Dimitri se redressa avec vigueur et jeta un coup d'œil furtif sur l'ensemble de l'amphithéâtre où il put constater l'attention de l'assemblée se braquer sur lui. Lui qu'on n'entendait jamais, qu'on ne respectait même plus, sentit un étau se resserrer sur lui. Qu'il décide de se montrer brillant ou stupide, il serait inévitablement en proie à la raillerie. Excusez-moi, j'écoutais pas. Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Très bien. Je repose donc ma question. D'après toi, nous sommes à l'ascension, à l'apogée ou au déclin de notre civilisation ? Au déclin, monsieur. L'écho de la salle se remplit de rires moqueurs aux nombreux quolibets, avant que le professeur ne vienne à sortir de son calme apparent. Si vous voulez bien vous taire ! C'est intéressant. Pourquoi au déclin ? Agacé par les idioties de ses pairs, une piqûre d'égo s'empara de Dimitri. Il n'aurait qu'à répondre une fois pour toutes de la moins subtile des manières pour avoir la paix durant l'entièreté du semestre. J'aurais tendance à penser qu'on peut rapprocher une civilisation d'un grand sportif. Il s'entraîne, gagne quelques compétitions, peut-être même un titre mondial. Et après, il essaye tant bien que mal de conserver son titre, mais n'y arrive pas, parce qu'au fond de lui, il trouve d'intérêt que dans la lutte pour le titre. Il devient ensuite l'homme à abattre, l'ennemi. Il a plus la gloire et les paillettes, il voit des petits jeunes plébiscités gavés d'orgueil, prêts à se déchirer comme lui autrefois pour le vaincre. Et finalement, il est vaincu. La société, ça a été Rocky 1, Rocky 2, et là, c'est Rocky 3. Mais quel rapport, putain ? Maugréa son camarade du premier rang, vexé d'être mouché par l'imprévisible sortie de cet invisible, à l'élocution parfaite. Fermez-la, vous ! Lui asséna Célien, qui à présent s'appuyait sur son bureau tout en faisant signe à Dimitri de dérouler son argumentaire. Le rapport, c'est qu'il y a, je pense, une infinie prétention dans notre civilisation actuelle. Une impression de se croire en terrain conquis. Il n'y a plus le désir de grandeur, d'éternité ou de soif de conquête pour un bien commun. Il n'y a qu'une profonde envie de confort et de satisfaction immédiate et individuelle. Une non-envie pour des non-êtres. Cette dernière phrase provoqua une bronca digne des hémicycles les plus sulfureux. Loin de calmer cette soudaine agitation, le professeur esquissa un sourire amusé. Et en quoi est-ce synonyme de déclin, selon vous ? Dimitri se surprit lui-même à ce soudain entrain pour une participation active en classe. Il voyait dans le sourire espiègle de ce prof s'illuminer une intelligence bienveillante, un esprit capable de comprendre et d'aiguiller sa pensée. Il réfléchit un temps avant de répondre avec naturel. Une société qui poursuit aucune vérité supérieure se noie dans ses chimères et finalement meurt. Nous sommes exactement dans cette direction. Mais quel connard ce mec ! Souffla l'une des étudiantes du groupe à sa droite. Célien reluqua une nouvelle fois sa montre, pestant devant l'inévitable accélération du temps lorsque celui-ci daignait se montrer intéressant. Bon, merci pour cette captivante approche. On pourrait y passer des heures, mais malheureusement, le cours est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le partiel de fin janvier couvre tous les chapitres étudiés, y compris le 8. Mais on n'a pas vu le 8. Eh bien, lisez, jeune fille. La quasi-totalité de la salle s'était évaporée à l'instant même où il sonna la fin du cours. Machinalement, le professeur rangea ses affaires dans un rituel bien ordonné, avant de sortir, non sans jeter un œil aiguisé, au groupe de quelques étudiants s'éternisant dans les lieux et s'approchant dangereusement de la place de Dimitri. Il eut un sourire malicieux et referma la porte. Dimitri, faussement concentré sur son carnet et ses croquis, feignait de ne pas voir l'attroupement se former autour de lui. Certainement que cette prise de parole n'avait pas été très maligne, ni très pertinente, achevant de parfaire son rôle de personnage antipathique. L'un de ceux ayant participé en cours se détacha, avançant pas à pas vers le jeune homme, agacé que celui-ci ait opté pour l'indifférence. Alors, qu'est-ce que tu nous dessines de beau là ? Le jeune homme imperturbable persévéra dans le fait de se montrer sourd aux phrases et commentaires du groupe, ce qui, pensait-il, le rendait particulièrement irritable et lui permettrait sans doute de les décourager.
Tu préfères faire tes petits dessins sur ton cahier de merde plutôt que de relever la tête quand on te parle et de nous présenter un peu de respect? Emporté par sa position et l'engouement collectif, l'étudiant balaya brutalement la table de Dimitri, faisant voler toutes ses notes à travers l'amphi. Regarde-moi quand je te parle, connard! Dimitri releva lentement la tête et le fixa droit dans les yeux. Ses pupilles rouges injectées de sang et sa bouche baveuse à la dentition mal agencée constituaient pour lui une mauvaise comédie, une farce de colère, une parodie de violence. Il n'y avait aucune menace dans l'étudiant qui lui faisait face, juste une profonde idiotie plébiscitée. Face à l'expression amorphe de l'ombre, qui sans le toucher avait su le saisir d'une terreur absolue, ce roquet prétentieux donnait tout l'air d'un nourrisson pleurant pour cet été. Alors comme ça on est des non-nets, c'est ça? Traite-nous tout de suite de débiles tant qu'on y est. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. La réaction de l'étudiant ne se fit pas attendre. Une violente droite heurta le nez de Dimitri, qui s'effondra sur le sol froid et poussiéreux de la salle, du sang sur tout le visage. Sonné par le choc, il ne ressentit pas les nombreux autres coups qui lui furent portés, des coups de pied, essentiellement. Tandis qu'il se contorsionnait pour protéger sa tête, il s'efforçait de reconnaître cette douleur comme une juste punition. Il avait manqué de discrétion et d'intelligence. Comme il le théorisait dans ses carnets, il n'était nullement nécessaire de briller pour qui ne croyait pas en la lumière. Pendant qu'il endurait ce déchaînement, il pouvait entendre les insultes et les brimades de ses supposés camarades. Et après, il s'étonne d'être tout seul. Non. Pourquoi s'étonner de quelque chose qu'il désirait par-dessus tout? Quel connard ce mec! Probablement. Mais il avait pour lui d'en être conscient quand eux mettraient sans doute quelques dizaines d'années pour s'en apercevoir, pensait-il. Le groupe lui faussa rapidement compagnie, craignant que quelques frappes de plus ne virent l'arrivée d'un témoin susceptible de les dénoncer. La porte secondaire se rouvrit sur Emmanuel Célien, qui se réinstalla à son bureau avec un air débonnaire. Dans son manteau feutré aux nuances bleu marine, il inspectait scrupuleusement la pièce avec lenteur, avant d'apercevoir les notes du cahier de Dimitri. Un croquis attira son attention, un schéma représentant une silhouette noire avec des annotations. En consultant les autres feuilles laissées à terre, il put assembler une véritable galerie de portraits de cette ombre silencieuse et visiblement meurtrière. Sans être un réel chef-d'œuvre, le dessin brillait par l'immondice de la non-forme représentée. Le professeur eut un rictus ambigu, tantôt inquiet, tantôt satisfait. Il plia le schéma le mieux réalisé et le rangea dans sa poche, avant d'éparpiller à nouveau les feuilles où il les avait trouvées. Célien s'assit ensuite sur l'un des gradins, observant Dimitri se relever péniblement, lui tendant un mouchoir avec une certaine nonchalance. Le jeune homme le refusa, s'essuyant machinalement le nez avec sa manche. Célien rit. Ça t'arrive souvent? Non, pas quand j'ai réussi à la boucler. T'as jamais eu envie d'exploser? De te venger de ce genre de sale comportement? Voici la nouvelle génération. Une génération qui s'installe, qui sait pas trop ce qu'elle fait là, qui glane 2 ou 3 connaissances pour avoir un diplôme sans valeur et finir par passer 40 ans à exercer un métier qu'elle déteste, juste pour s'assurer de mériter d'exister. Et le pire, c'est que toute pensée qui les extirperait de leur léthargie intellectuelle est vue pour eux comme une agression. T'avais raison tout à l'heure. Il est là le déclin. Dimitri écoutait sagement le discours de son professeur tout en recomptant avec application ses dents et ses côtes, persuadé d'en avoir au moins laissé 2 dans l'événement. Méfiant, il n'imaginait pas qu'un maître de conférence puisse se confier aussi facilement à un élève, qui plus est à un élève inconnu. J'en veux jamais aux autres d'être ce qu'ils sont parce que ça supposerait que je puisse les changer. Et ça, c'est pas possible. Un ardent sourire se profila sur le visage anguleux de Célien, à la fois ravi des idées qu'il entendait et confiant dans sa capacité à les réfuter. Donc ta solution à toi, c'est de rester dans ton coin à lire des livres et à te rendre le plus invisible possible, c'est ça? Ma solution à moi? Je prétends pas avoir de solution. À rien. Je me contente du constat. Vous pensez que vous êtes un résistant plein de bons principes? Que vos cours vont changer la donne, réveiller la jeunesse? Qu'est-ce que t'en sais? Tu les écoutes pas. Dimitri regagna son mutisme et se releva quelques secondes, avant de s'asseoir sur une table, encore amochée. Tu dis rien quand t'as tort. C'est signe d'intelligence et de fierté mal placée. J'attends que vous répondiez à ma question. Célien l'examina avec étonnement. Le garçon ne se laissait pas facilement désarçonner. Je ne donne pas des cours en espérant changer quoi que ce soit. Je le fais parce qu'ils permettent de temps en temps de tomber sur des drôles de spécimens, avec un certain sens de l'à-propos. C'est pas avec des spécimens qu'on a fait le monde. Bavarder des heures pendant que la masse grouille et avance vers le néant, c'est pas ma came. Voilà donc où ton raisonnement échoue. Tu as tout faux, Dimitri. Eh bien tu te trompes, Dimitri. La masse grouillante a toujours existé.
Et ce sont les minorités qui écrivent l'histoire pour elles. L'union n'est pas une force, mais une indiscutable faiblesse. Attention, car la solitude l'est aussi. Non, je te le dis comme je le pense depuis bien longtemps. La seule force, c'est la sélection, l'exigence, pour soi-même, pour les autres, pour extraire la quintessence de nos pensées, une vérité indiscutable et absolue, le savoir. On peut connaître beaucoup de choses, mais on sait jamais vraiment. Qu'on soit seul ou à 40, c'est la même chose. Pour trouver, il faut savoir ce que l'on cherche. Le professeur laissa à la phrase le temps d'infuser l'esprit de son interlocuteur. Dis-moi, Dimitri, qu'est-ce que tu cherches ? À cette question qui lui fut posée 1 million de fois, il répondait souvent qu'il ne lisait que pour le plaisir, par goût de l'exploration littéraire. Mais il sentit chez cet homme une certaine duplicité inexplicable qui paradoxalement lui ouvrait la voie vers une certaine confession. Une demi-confession. Je peux pas vous le dire. Célien hocha la tête. Il se serait certainement désintéressé de lui si le jeune homme s'était répandu en discours et en confessions farfelues. Il ne savait que trop bien à quel point l'horreur réelle n'a pas de mots pour s'exprimer dans les conversations des hommes. Mais tu peux le dessiner, pas vrai ? Devant l'expression fermée et inquiète de Dimitri, le professeur sortit le portrait de la poche de son manteau. C'est pour un livre À fantastique. d'autres. Tu crois être le seul à avoir expérimenté ce genre d'événement ? À voir plus loin que le commun des mortels ? À tel point que cela te pourrit la vie ? Le souffle interrompu, tétanisé par cette révélation hasardeuse, Dimitri se refusait de croire en ses dires, mais gardait tout de même un fragment d'espoir accroché à ses yeux, dont les lueurs noisettes s'intensifiaient. Vous savez ce que c'est ? Il y eut un interminable flottement, avant que le professeur ne se décide à éclaircir sa pensée. Non, mais tu serais surpris de savoir quelle forêt se cache derrière ton simple fait divers. Dimitri changea d'expression, troquant son espoir fugace pour une méfiance des plus totales, se levant de sa table pour commencer à s'éloigner à reculons. Qui êtes-vous ? Sans réagir à la posture de retraite de son étudiant, Célien continuait de le fixer intensément tout en adoptant une attitude parfaitement détendue. Je suis un professeur qui a besoin d'élèves. Quel genre d'élève ? Ceux qui ne laissent pas leurs esprits exceptionnels pourrir sur les bancs d'une fac grotesque et qui se mettent au service de la recherche et de la vérité. Interloqué, Dimitri ne savait que dire, clignant des yeux et regardant un instant la poussière et les quelques éclaboussures de sang sur le sol grisonnant, comme pour y puiser quelque idée de réplique. Le professeur desserra les mains de la table contre laquelle il s'était accolé, en signe de détente, et donc de victoire. Je sais que ta curiosité s'agite et c'est bien normal. Mais je ne peux pas non plus tout déballer ici. J'ai aussi ma pudeur. Et tu es un être doué d'une certaine volonté et d'un désir de faire tes preuves. Rejoins-moi à ces coordonnées précises dans 2 jours maintenant, vers 19h. Célien lui tendit une carte de visite qu'il saisit rapidement avant de reculer tel un animal farouche. Une carte de visite sans adresse, ni nom ni numéro de téléphone, rien qu'une suite de coordonnées GPS. Je suis censé ramener quoi ? Un pain surprise ? C'est quoi ce rencard ? L'occasion pour vous d'apprendre, Vous ? toi et les autres potentiels. Les 2 hommes se dévisagèrent intensément, dans un respect mutuel, un examen méticuleux, cherchant pour une confiance réciproque. Chacun voyait chez l'autre une opportunité. Le professeur interrompit l'intense torpeur intellectuelle de Dimitri en se dirigeant lentement vers ses affaires qui l'attendaient près de la porte. Le jeune homme attendit que Célien lui tourne le dos pour formuler une réponse. Vous savez, j'aime pas les autres. Précisément. La porte s'ouvrit dans un grincement désagréable, déclenchant une nouvelle question de Dimitri, la seule finalement qui méritait d'être posée. Apprendre quoi au juste ? Emmanuel Célien s'arrêta net dans l'ouverture de la porte, tourna lentement la tête et lui dit, avec solennité, Que savoir, c'est pouvoir. la suite au prochain épisode.